Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Camille Imbert. En fait, maintenant je travaille à Orléans, à l'INRAE. Je suis écologue et je travaille sur la biodiversité du sol, mais auparavant je travaillais déjà à l'INRAE, mais là pour le coup à Avignon et j'étais en thèse de doctorat et je travaillais sur le contrôle des ravageurs par leurs prédateurs naturels en verger maraîcher. Donc c'est avec cette casquette-là que je vais vous présenter une partie de mes travaux de thèse. Alors déjà, c'est quoi la régulation naturelle des ravageurs et c'est quoi le contrôle biologique par conservation? Donc la régulation naturelle des ravageurs, c'est la régulation qui est exercée par les prédateurs, donc aussi bien des insectes comme les coccinelles, là, comme j'ai mis une photo, ou les oiseaux ou des mammifères. Donc c'est la régulation qui est effectuée par ces prédateurs qui sont déjà présents sur la parcelle. C'est pas des prédateurs qu'on a importés, comme par exemple les coccinelles asiatiques ou n'importe quoi. Là, ils sont déjà présents sur la parcelle. Et le contrôle biologique par conservation, c'est tous les aménagements, comme par exemple planter des arbres, qui favorisent cette régulation naturelle des ravageurs. En verger maraîcher, la théorie dit que les arbres ont en gros deux effets sur la régulation naturelle des ravageurs. D'abord, ils favorisent les prédateurs en leur fournissant des proies alternatives qui permettent de supporter une plus grande population de prédateurs sur la parcelle. Et ils leur fournissent aussi des refuges de leurs propres prédateurs qui vont donc aussi les favoriser et par ce biais-là, favoriser la régulation des ravageurs. D'un autre côté, ils ont un impact direct sur les ravageurs qui est dû au fait qu'ils peuvent être déjà des refuges parce que des fois, sur les légumes, il y a les mêmes ravageurs que dans les arbres. Donc, les arbres sont pour le coup des refuges à ravageurs. Mais aussi et surtout, les arbres génèrent un microclimat qui va avoir un effet positif ou négatif selon le ravageur considéré, selon ses optimums climatiques, s'il préfère être dans un au chaud et à l'humidité ou plutôt le contraire. Et donc, les arbres vont donc influer sur la survie des ravageurs. Et ces mêmes ravageurs vont, s'ils sont plus nombreux, leur régulation sera plus faible. Donc ça, c'était la théorie, mais dans les faits, ça dépend du contexte. Il y a de nombreuses variables à prendre en considération. Déjà, juste l'espèce de légumes qu'on va planter, ou même la variété, les ravageurs qui sont présents, si c'est des pucerons, des chenilles ou d'autres types de ravageurs, et aussi les prédateurs présents. Ensuite, il y a aussi à prendre en considération des variables qui sont au niveau de la parcelle. Donc, déjà, les techniques agricoles employées. Si on fait du paillage, ça va favoriser les prédateurs qui rampent au sol. Si on taille les arbres, ça va avoir un impact sur le microclimat qu'ils génèrent. Si on utilise des moyens de lutte biologique, comme là, c'est un diffuseur de phéromones pour les papillons, ça aura un impact sur les populations de ravageurs. Et d'un autre côté, il y a aussi l'effet du type de diversification végétale. Si parmi les plantes qu'on a sur la parcelle, on a des plantes push-pull, donc qui vont attirer ou repousser les ravageurs, ça n'aura pas le même effet. Si on a à côté des haies, ça n'aura pas le même effet. Et si par exemple on a des bandes enherbées comme là dans les vignes, ça sera aussi un effet différent. Donc là, c'est à l'échelle de la parcelle, mais il y a aussi un effet à l'échelle du paysage, donc tout autour de la parcelle. Si par exemple on a des corridors qui permettent de fournir des prédateurs, ça aura un impact aussi, et des habitats qui peuvent être une source de prédateurs ou même une source de ravageurs. Donc c'est assez compliqué. Et donc nous, on était conscients de cette complexité. Et donc le parti pris de l'étude et de ma thèse en général, c'était de simplifier au maximum la parcelle verger maraîcher pour vraiment identifier l'effet des arbres sur la régulation naturelle des ravageurs des légumes et pas l'effet d'autres facteurs. Donc pour cela, on a opté pour des parcelles expérimentales qui étaient situées à Avignon sur le site de l'INRA. Et donc on avait deux types de parcelles expérimentales. On avait des parcelles verger maraîchers qui consistaient dans des choux plantés entre des pommiers et des parcelles en monoculture, uniquement des choux. Ces parcelles étaient relativement proches pour avoir un même effet du paysage. On n'utilisait pas de pesticides et on avait décidé d'étudier l'ensemble du cortège des ravageurs du chou
pour s'affranchir de cet effet ravageur. Donc les hypothèses et questions de départ, elles étaient très simples. C'est est-ce qu'il y a plus de ravageurs en verger maraîcher? Qu'en est-il pour les prédateurs? Donc nos hypothèses, c'était, comme vous avez vu là dans la théorie, c'était moins de ravageurs en verger maraîcher qu'en monoculture de légumes, mais plus de prédateurs. Donc pour ce faire, on a compté les ravageurs d'avril à juin 2016 pour 6 sessions. Donc les ravageurs des choux. On a aussi compté les prédateurs. Donc on a eu 3 types de protocoles. On a d'abord compté les prédateurs qui étaient sédentaires sur les choux. Donc on avait les forficules, les forficules et les larves. Là, vous avez une larve de cirfe, par exemple. On a fait des observations de 5 minutes des prédateurs volants. Donc tout ce qui était coccinelle, chrysope, tout ça. Et on a posé des pots pièges qui permettaient de piéger les prédateurs terrestres, donc ceux qui rampent au sol, comme les carabes ou les araignées. Donc dans les résultats, le premier résultat, c'est qu'on avait une grande diversité de ravageurs sur les choux. Donc ça, c'était pas étonnant, mais c'est quand même à souligner. On avait 2 espèces de pucerons, Mysius persicé, qui est le puceron vert du pêcher, Brevicorine brassicée, qui est le puceron cendré du chou. On avait plusieurs espèces de chenilles, donc la pyrite de la rave, la pyrite du chou, et on avait des teignes aussi. Donc après, pour les analyses, tous ces groupes, on va regarder l'abondance. Et on avait aussi des alrodes sous forme d'œufs, de puparium et d'adultes, et des oblipidoptères, bien sûr. Et là, pour ces 4 groupes, on va regarder les fréquences. Donc, voici les résultats où on compare les abondances ou les fréquences entre vergers maraîchers et monoculture. Donc, pour lire le graphique, vous avez à gauche les abondances, à droite les fréquences. En abscisse, c'est les espèces ou les groupes. Et en ordonnée, abondance ou fréquence. En noir, c'est le verger maraîcher. En gris, c'est la monoculture de choux. Et pour savoir s'il y a une véritable différence, une différence statistique ou pas de différence, vous avez des petits carrés jaunes ou gris-bleu. Donc jaune, ça veut dire qu'il y a une différence statistique. Et gris-bleu, ça voulait dire qu'il n'y en avait pas. Donc ce qu'on voit, c'est que pour Mysus persicé, pour les chenilles, on a plus de ravageurs qu'en verger maraîcher, plus d'individus. Par contre, c'est pas le cas pour Brevicorine brassicée, puceron cendré du chou, on en a moins en verger maraîcher. Et quand on regarde dans les fréquences, pour les œufs de lépidoptères, non pas pour les œufs d'épidoptères, pardon, pour les œufs d'alrode et pour les alrodes adultes, on a une plus grande, ils sont plus présents en verger maraîcher qu'en monoculture de choux. Donc, globalement, on a plus de ravageurs en verger maraîcher, sauf pour le puceron cendré du chou. Après, quand on regarde les prédateurs, donc le système du graphique est le même, on a juste traité les fourmis en fréquence, mais les autres groupes, c'est avec les abondances. Quand on regarde, déjà, on avait surtout des prédateurs terrestres. On a eu très peu de prédateurs sédentaires et très peu de prédateurs volants. Et aussi bien pour les coléoptères, donc tout ce qui est carabe et tout ça, que les chilopodes, c'est les mille-pattes, ou les perce-oreilles, ou les fourmis, on en a plus en monoculture de choux qu'en verger maraîcher. Donc, les abondances des grands groupes de prédateurs sont plus faibles, globalement, en verger maraîcher qu'en monoculture. Donc, c'était quand même assez étonnant comme résultat, parce que ça allait à l'encontre de nos hypothèses de départ. Donc, en gros, on a plus de ravageurs en verger maraîcher et moins de prédateurs. Donc, notre verger simplifié ne favorise pas la régulation naturelle des ravageurs. Donc, pour comprendre un peu pourquoi on avait ce résultat, déjà, une première chose, c'est comprendre l'effet des proies alternatives. On pensait que ça allait soutenir une plus grande population de prédateurs, mais en fait, dans un premier lieu, peut-être que les prédateurs consomment préférentiellement ces proies alternatives et délaissent les ravageurs qui peuvent pulluler. Donc ça, c'était une des hypothèses, c'est que
Juste quand on plante les choux et puis la première saison, ce serait plutôt cet effet-là qui serait fort et pas le fait que les prédateurs soient plus abondants. Et le deuxième impact, c'est l'effet microclimat on pensait qu'il favorisait les prédateurs. Enfin, c'était possible qu'il favorise les prédateurs, mais on a déterminé qu'en fait, il favorisait aussi les ravageurs. Donc ça, c'était avec une autre étude qui était complémentaire. On a vu que par exemple, pour Mysius persicé, le puceron vert du pêcher, eh ben, la survie était plus grande en verger maraîcher qu'en monoculture. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ces résultats? Déjà, je l'ai déjà abordé avec les proies alternatives. On peut penser que peut-être que l'effet positif du verger maraîcher arrive plus lentement que sur les ravageurs. Il a un effet positif directement sur les ravageurs avec le microclimat et pour les prédateurs qui mettent plus longtemps à se reproduire, il n'y a qu'une seule ou deux reproductions par an de prédateurs, donc c'est bien plus faible que pour des ravageurs comme des pucerons qui se reproduisent en continu. Et ben donc que le verger maraîcher pourrait avoir un effet positif, mais à plus long terme, donc au bout de plus long terme que juste une saison de culture. Et l'autre point qu'il faut vraiment garder en tête, c'est qu'on était dans un contexte méditerranéen, donc ce qui était vraiment notable dans le climat à Avignon, c'est qu'il y avait un Mistral très fort et des chaleurs très fortes aussi. Donc c'est pas incroyable de voir que le microclimat généré par les arbres favorise les ravageurs. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile de vivre sous les arbres qu'en plein Mistral ou dans la chaleur. Donc ça, c'est les deux points à prendre en considération. Et le deuxième point met en exergue vraiment le fait que c'est difficile de transposer ces résultats au contexte francilien, qui n'a pas du tout le même climat que la Provence. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait si on veut implanter un verger maraîcher pour favoriser la régulation naturelle des ravageurs? C'est difficile de répondre. Mais une réponse possible, ce serait peut-être d'augmenter la diversité des arbres et des légumes. Donc ça, c'est encore à creuser. Mais quand on regarde dans la littérature, là, vous avez un graphique que j'ai extrait d'un article de Tambourini et al. 2020. Et en fait, c'est un article où ils ont fait une revue de méta-analyse. Donc, les méta-analyses, c'est des gens qui demandent des données à plusieurs laboratoires qui vont les grouper et faire une analyse dessus. Et donc là, c'est une revue de plusieurs méta-analyses. Et donc, le NFXI, ça représente à peu près le nombre de méta-analyses qui trouvent une réponse soit positive, donc en vert, soit neutre en gris, soit négative rouge. Et là, vous avez différents services rendus par la diversification végétale. Donc là, c'est pas forcément avec des arbres, mais c'est plus global entre plantes. Et en fait, quand on regarde le contrôle des ravageurs, c'est plutôt positif. La diversification végétale a plutôt un impact positif. Donc, ça serait peut-être un levier pour la favoriser dans le contexte du verger maraîcher. Mais tout en gardant en tête le contexte climatique qui est vraiment important. Si vous voulez en savoir plus, j'ai écrit un article dans la revue Jardin de France qui explique aussi ces résultats. Vous pouvez aller fouiner dans mon manuscrit de thèse qui est en ligne. Surtout dans l'introduction, il y a pas mal il y a toute une revue de la bibliographie, ça peut être intéressant si ça vous intéresse. Et puis il y a 2 articles en anglais qu'on avait rédigés. Et ça, c'est toute la bibliographie que j'ai utilisée pour cette présentation. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Et là, je laisse la parole à François pour qu'il y complète cette thématique avec d'autres données. Merci beaucoup. Bon, cette présentation elle va être assez rapide, donc j'ai repris un diaporama. J'ai fait un peu le fainéant, mais je trouvais que le diaporama était clair et présentait bien ce qu'on essaye de faire dans le cadre du projet en PUSA dont j'ai parlé rapidement ce matin. C'est un projet de recherche XP sur 2 systèmes agroforestiers. Et donc on a démarré en 2019 des travaux
un peu dans la poursuite de ce que Camille a présenté, pour essayer donc de suivre et de quantifier la régulation, la prédation naturelle dans ces vergers maraîchers comparé à des systèmes simples, plus simples. Donc, PUSA, ça veut dire évaluation de la multiperformance en système agroforestier à base de fruitiers. Et donc, un des objectifs de ce travail, c'est de mieux comprendre ce qui se passe dans ces systèmes et de caractériser la biodiversité fonctionnelle, son efficacité entre les fruitiers et les cultures annuelles, et donc d'évaluer les services rendus par cette diversité sur la production agricole. Donc vous voyez qu'on a travaillé sur les prédateurs au sens large. Donc les prédateurs, ça peut être beaucoup d'arachnides, donc insectes et d'arthropodes, je veux dire, insectes et araignées. Mais ça peut être aussi les oiseaux, notamment les oiseaux insectivores ou les chauves-souris, qui sont aussi connus pour être des acteurs, des prédateurs et régulateurs très importants. Donc les problématiques un peu pour ce stage en 2019 qui a été renouvelé l'année dernière et qui continuera cette année. Donc est-ce que le système verger maraîcher favorise la régulation des ravageurs et est-ce que la régulation évolue avec une distance par rapport à la distance entre les arbres et la production de légumes. Donc on a travaillé sur la zone du Vaucluse, donc autour du Grabe, sur 3 vergers maraîchers que vous voyez entourés en vert. Donc la Durette, qui est un site expérimental piloté, géré par des agriculteurs, mais sur lesquels donc, il y a un projet de recherche de long terme. Et donc il y a 2 autres fermes vergers maraîchers à proximité. Et puis on avait des témoins, donc un témoin en maraîchage sur Avignon et 2 témoins arbaux, donc à proximité également. Donc voilà, un total de 6 exploitations avec différentes configurations. Et donc on a travaillé sur des suivis de régulation en témoin maraîchage seul, comparé avec un verger maraîcher, où on suivait la régulation sur les fruitiers, donc avec un témoin verger seul, comparé encore au verger maraîcher, en travaillant sur les mêmes espèces de légumes quand on fait des comparaisons, ou sur les mêmes espèces de fruitiers pour être autant que possible, toutes choses égales par ailleurs, comme on dit, même s'il y a un certain nombre de biais de façon incontournable, mais voilà, on essayait de limiter au maximum les biais possibles. Et pour la deuxième question, donc on a travaillé, comme je le disais, sur différentes distances en évaluant la régulation sur les planches de légumes à différentes distances des fruitiers. On a travaillé avec des outils qui sont un peu connus auprès des chercheurs. Donc on expose en fait des proies aux prédateurs naturellement présents dans les parcelles. Donc des proies, ça peut être des pucerons qui sont collés sur des petites cartes, ça peut être des œufs d'insectes qu'on achète dans le commerce et pareil, qui sont collés. Donc on connaît le nombre d'œufs qui sont collés et on va les exposer pendant 2 à 4 jours. Et après l'exposition, on peut compter ce qui reste comme nombre d'œufs sur la carte. Et donc on peut multiplier le nombre de cartes et les exposer à différents endroits, ce qui donne une bonne cartographie un peu de la prédation dans le système. Et on fait la même chose sur des chenilles en pâte à modeler. Hein, on n'a pas trouvé mieux pour l'instant pour essayer de quantifier la prédation par des oiseaux notamment, ou des fourmis ou des insectes qui vont laisser des traces aussi de morsures. Comme vous voyez à droite, après exposition, on peut dénombrer soit le nombre de chenilles attaquées, soit le nombre de morsures sur une chenille. Voilà, on s'amuse bien dans la recherche à faire des petites chenilles en pâte à modeler. Les cartes, c'est quelque chose qui est assez intéressant et assez développé dans la recherche pour avoir une quantification assez rapide du niveau de prédation.
Voilà, donc c'est des outils assez simples, bon, qui demandent un peu de savoir-faire, mais rien de très compliqué, et que s'il y a des conseillers ou des expérimentateurs là ce matin qui assistent à la présentation, ça peut donner des idées pour faire ce genre de suivi chez des agriculteurs que ça peut intéresser. Et donc ces proies sentinelles, aussi bien les cartes que les chenilles, sont exposées soit dans les légumes, soit dans les arbres, donc pour avoir un niveau de la prédation dans les différents systèmes, donc pendant plusieurs jours. Et donc on a les résultats assez rapidement, donc où vous voyez donc les histogrammes qui concernent les cartes de prédation et les leurres de chenilles exposées dans les arbres. Donc vous voyez l'histogramme orange qui sont les expositions dans les parcelles en verger pur, et les histogrammes bleus, donc c'est les arbres qui sont dans les vergers maraîchers. Donc on a ici pas de différence significative entre les arbres en verger pur et les arbres en verger maraîcher, que ce soit avec des cartes de prédation ou des leurres de chenilles. On voit une petite différence entre les histogrammes, mais on n'a pas de différence statistique. Et si on observe les expositions dans les légumes, on a ici par contre une prédation qui augmente de façon significative et assez fortement significative. Une prédation augmentée dans les légumes qui sont en verger maraîcher, donc qui sont entourés d'arbres avec des parcelles plus petites, avec un microclimat, comme disait Camille, il y a pas mal de paramètres qui jouent. Donc on observe cette différence avec les cartes de prédation. On ne l'a pas observé avec les leurres de chenilles qui ont été posées sur les légumes. Donc on a observé ce résultat en 2019, on l'a renouvelé en 2020, donc je ne vous présente pas les résultats de 2020, mais c'est une tendance qu'on a confirmée sur 2020, donc d'une prédation améliorée sur les légumes dans les vergers maraîchers. Sur l'effet de la distance, donc par rapport aux arbres, on a dans la majorité des cas, on a des planches de légumes assez étroites, hein, qui font 10 mètres, 12 mètres, donc on n'a jamais une distance très importante par rapport aux fruitiers. Il y a un cas sur une parcelle, une session, où on a pu observer un effet significatif avec une prédation qui baissait un peu en s'éloignant des arbres entre 2 mètres et 3 mètres 50. Hein. Bon, vous voyez la courbe. C'est un cas qui a été observé parmi d'autres cas où l'effet de la distance n'a pas forcément pu être décelé. Voilà, bon, quelques discussions qu'Audrey avait prévues pour sa discussion, mais je vous fais grâce de ces éléments-là. Donc voilà, en conclusion, on voit donc un petit effet donc de l'aménagement et du dispositif de verger maraîcher sur une prédation plus importante observée avec les cartes de prédation, comme je vous disais. Et puis donc un taux de prédation également qui a pu être observé dans un cas avec une prédation qui diminue en s'éloignant. Ce qui laisse suggérer donc que les arbres sont utiles pour abriter des prédateurs, des oiseaux qui vont se reporter sur les légumes régulièrement. Voilà un peu ce qu'on essaye de faire depuis 2019, donc dans ce projet qui complète un peu les données et nos connaissances sur le fonctionnement du verger maraîcher. Donc, Étienne, il me semble que c'est la personne qui est en formation maraîchage sur sol vivant, c'est ça? Et dont la question était, vous n'avez pas, donc je pense pour Camille, vous n'avez pas remarqué d'altis sur les choux. Peut-être était-ce en dehors de période de propagation. Alors les altis, on en a vu très peu sur les choux, mais vraiment c'était très très ponctuel. Donc après, je sais pas si c'était en dehors des périodes de propagation ou si ça dépend des régions. C'est peut-être aussi cette possibilité. En Île-de-France, c'est un gros problème, les altises dans les mois très secs. Je pense que c'est pour ça qu'il y a cette question. Donc, en Oui, je lien sais avec que les altises, oui, pareil en après Lorraine, a priori. ah oui.
J'avais discuté au début de ma thèse avec un doctorant qui travaillait en Bretagne et on avait discuté pour les protocoles et quand on a fini tous les deux, on a rediscuté et en fait, on n'avait pas les mêmes ravageurs au final. Enfin, on pouvait avoir les mêmes, mais pas du tout dans les mêmes proportions. Je sais que par exemple, D'accord. lui, il avait la mouche du chou alors que je l'ai jamais vu dans les vergers maraîchers à Avignon. D'accord. Et même, donc, Florent demande si même sur les témoins, donc j'imagine que c'est les monocultures choux dont tu parles, Florent, est-ce qu'il y avait pas non plus d'altis sur ces témoins? Non, non, très peu. Enfin, on en a D'accord. vu, hein, mais vraiment très peu. Ok. Je voulais savoir quels étaient les porte-greffes qui étaient utilisés pour ces expérimentations, parce qu'on sait que sur des vergers hautes tiges, la biodiversité est beaucoup plus importante que sur des basses tiges. Du coup, voilà, je me posais cette question-là. Vous êtes producteur? Je suis un porteur de projet. D'accord. Oui, il ne s'agit pas de vergers haute tige, hein, on est dans des configurations de vergers piétons ou demi-tige. Hein, les vergers maraîchers de la Durette sont des arbres demi-tige, donc sur des porte-greffes semi-vigoureux. On n'est pas parti sur des configurations haute tige qui sont plutôt réservées aux pré-vergers et qui posent d'autres problèmes de récolte et qui sont pas traités, enfin voilà, c'est d'autres formes de systèmes, mais nous on est plutôt sur en général des vergers piétons. Pour la thèse de Camille, c'était donc un verger de pommier classique sur probablement porte-greffe M9. Et nous, à la Durette, on est parti sur du 111 qui permet d'avoir des arbres un peu plus hauts, qui permet de faire plus d'ombrage, puisqu'on est dans le sud, on cherche plutôt à favoriser un peu l'ombrage pour l'été. Et comme je disais tout à l'heure, plus de vigueur, plus de robustesse pour ces arbres. Mais voilà, on n'est pas sur du plein vent non plus. Très bien, merci beaucoup. Alors, j'ai une question. Pardon. Oui, vas-y. Oui, je vois la question de Clément sur les rongeurs. Nous, on a pas mal de soucis de campagnol en Provence, campagnol provençal. Et c'est vrai que c'est une question importante en fruitier. Et donc, on avait des populations assez importantes au début. Donc, on a fait attention à renforcer justement la présence des prédateurs en mettant en place des tas de bois, des tas de pierres, des perchoirs pour les rapaces. On avait un réseau de haies déjà existant puisqu'on a du Mistral, donc les haies constituent aussi des points d'observation pour les rapaces. Et ce qu'on a observé et qu'on n'attendait pas, c'est que finalement dans le verger maraîcher, les campagnols vont préférer les légumes racines aux racines des fruitiers. Et donc on a eu des dégâts sur les carottes, sur des betteraves, sur des céleris qui sont beaucoup plus appétants que des racines de fruitiers. On a eu un peu de casse sur le cerisier qui est assez appétant par rapport aux autres espèces de fruitiers. Et finalement, un effet induit de l'association des deux, c'est que les campagnols vont plutôt aller sur les légumes et au moins pendant ce temps-là, ils épargnent les fruitiers. Donc après, il faut évidemment éviter de laisser les populations de campagnols exploser parce qu'à un moment, forcément, elles vont se rabattre sur les fruitiers. Mais en tout cas, voilà, on a un peu de casse sur les légumes, mais quand on fait 40 légumes différents, on peut supporter d'avoir 20-40% de dégâts sur un légume, quoi. Merci. Ouais, nous on est maraîchers et on a des fruits dans les légumes depuis 3 ans. Et du coup, j'avais une question sur le type de conduite des arbres pour favoriser la biodiversité fonctionnelle. Nous, on est sur une taille en gobelet et on voit aussi pas mal de vergers en axe. Est-ce qu'il y a des types de conduite à favoriser justement pour avoir une biodiversité maximisée? Est-ce que le gobelet prend un peu plus de place et du coup aurait tendance à attirer plus d'auxiliaires? Et puis par rapport à ce que vous disiez juste à l'instant sur la concurrence
Au niveau des porte-greffes, nous on a que des M9 et c'est planté depuis 3 ans et on n'a jamais eu de problème de campagnol alors qu'il y a énormément de campagnols. Du coup, j'aurais tendance à confirmer ce que vous venez de dire sur le fait que je pense que c'est une force d'avoir des légumes à côté, même si faut vérifier que tous les légumes sont pas mangés par les campagnols, mais on n'a eu aucun problème de porte-greffe alors qu'on paille avec de la paille en plus, donc on nous a toujours dit que ça pouvait être un problème. Mais on n'a aucun porte-greffe qui s'est fait bouffer. Du coup, ma question, c'était plus sur la conduite, axe, gobelet, autre type de conduite pour favoriser la biodiversité fonctionnelle. Ouais. Bon, sur Campagnol, pour terminer là-dessus, on peut aussi fonctionner avec un système push-pull où effectivement les légumes vont attirer les campagnols sur les planches de légumes. Et on peut aussi mettre en place des plantes répulsives. Certains le font avec des iris plantés au pied des arbres, qui peuvent être valorisés éventuellement. Mais on peut aussi mettre des aliacées, donc qui vont aussi libérer des composés soufrés assez répulsifs. Voilà, on peut imaginer aussi parce qu'effectivement le paillage et l'enherbement sur la ligne sont plutôt connus pour héberger les campagnols, donc on peut trouver d'autres formes de gestion de la ligne pour faire un système push-pull. Alors sur la question de la gestion en axe ou en gobelet, je n'ai pas connaissance d'expérimentation vraiment comparative. Mais sur des arbres adultes bien développés, c'est clair qu'une formation, enfin pour moi il me semble qu'une formation en axe va limiter les abris et le couvert aussi bien pour les insectes que pour les oiseaux par rapport à un gobelet qui va fournir un volume de végétation, plus d'abris, la possibilité d'installer des nids. Hein. On observe souvent des nids d'oiseaux dans des vergers peu traité, avec peu d'intervention, et c'est dans des formes de frondaison assez volumineuses où il y a plus d'abris potentiels. Donc j'aurais tendance à dire que comme le verger plein vent est la forme un peu optimale pour la biodiversité, le verger gobelet, disons, va être une forme intermédiaire plus favorable également, quoi. Merci François. Après, il y a d'autres considérations qui sont plus agronomiques, hein, selon l'espèce. Bon, un fruitier en gobelet favorisera moins l'ensoleillement des fruits qui sont dans la frondaison, donc peut-être un mûrissement des fruits plus difficile pour du pommier par exemple, donc une qualité aussi des fruits qui sera moins bonne. C'est pour ça aussi qu'on a fait de l'axe pour simplifier la conduite et pour favoriser aussi l'ensoleillement. Donc il faut tout prendre en considération, hein, et ça va dépendre de vos priorités, quoi. Merci beaucoup François. On va prendre une dernière question de Raphaël Pau. Est-ce que tu veux bien te présenter et poser ta question? Bonjour. Raphaël qui interviendra cet après-midi. Ouais. Pardon. J'interviens cet après-midi, en début d'après-midi. Merci pour la présentation. Je travaille à l'INRA là et j'ai fait ma thèse sur les vergers maraîchers, mais pas sur les questions de régulation, etc. Et du coup, je me demandais, en fait, là, dans ta présentation, tu sembles montrer que plus on s'éloigne de l'arbre, moins la régulation est présente et efficace, si j'ai bien compris. Et ce matin, tu montrais un résultat qui disait que plus on s'éloigne de l'arbre et plus le rendement des légumes est important. Et du coup, je me demandais si on pouvait, avec toutes les précautions qu'on peut prendre, formuler l'hypothèse que du coup, les phénomènes de régulation, ils sont beaucoup moins importants que les phénomènes de compétition pour les ressources, par exemple. Bien que ce soit fait sur des espèces différentes, dans des contextes différents. Ben, on peut faire l'hypothèse, comme tu dis, avec toutes les précautions d'usage. Je ne sais pas s'il faut prioriser, je dirais,
les services et donc les avantages. Enfin, les maraîchers attendent enfin, comment dire, les services multiples qui sont rendus par les arbres et donc dans des ordres qui diffèrent. Hein. Certains misent surtout sur la production, d'autres sur la régulation, d'autres sur l'apport de matière organique ou de mycorhizes, etc. Donc, je ne sais pas si la hiérarchie des services rendus par les arbres sera la même dans tous les systèmes. Voilà, je ne pense pas qu'on puisse tirer de conclusions génériques au verger maraîcher. Hein. Toutes les conclusions qu'on présente, elles sont valables dans les conditions des expérimentations qu'on a menées. Les résultats de Camille semblent montrer qu'il y a plus de ravageurs dans les vergers maraîchers, mais je pense qu'il ne faut pas forcément extrapoler à tous les vergers maraîchers. Hein. Elle a bien dit qu'elle avait simplifié le système justement pour pouvoir tirer des conclusions et faire des statistiques. Voilà, c'est ce qui est compliqué dans ces systèmes agroforestiers, c'est que les expérimentations donnent des résultats, mais ne sont pas forcément généralisables à tous les systèmes. Voilà, donc ok, merci. Une réponse de Normand, mais c'est pour une réponse précautionneuse. Que le contexte est quand même peut-être aussi important que le dispositif en lui-même. Merci. Et donc, on retrouve Raphaël tout à l'heure pour nous parler de conception de verger maraîcher. Donc, ça sera cet après-midi. Je vais prendre la question de Paola et puis après, on fera la pause pour manger si ça vous va. Donc, Paola, est-ce que tu veux poser ta question? Oui, bonjour, merci. Je pensais que tu m'avais oublié. Donc, Paola Salazar, je suis ingénieure agronome à l'INRAE aussi, donc je ne me suis pas présentée tout à l'heure. En fait, j'ai quelques questions pour Camille, mais elles sont très rapides. En fait, je voudrais savoir pendant combien d'années consécutives tu as réalisé les observations. Je voudrais aussi savoir si les observations sur les prédateurs et les ravageurs ont été réalisées à la même date, à la même période. Et aussi, donc, si on n'a pas observé un impact sur les populations de ravageurs l'année suivante. Parce qu'en fait, parfois, voire souvent, les auxiliaires agissent sur les populations l'année d'après et pas forcément l'année N. Et donc, finalement, est-ce que vous avez observé des dégâts plus importants dans les vergers maraîchers par rapport à une monoculture de choux alors? Donc, je ne sais pas si j'ai bien compris tout ça et si j'ai eu les informations, j'ai laissé ça. Merci. Ok, merci pour votre question. Oui, en fait, ça rejoint exactement l'interprétation que j'avais fait des résultats. C'est quand on a fait une année de verger maraîcher, une seule et unique année. Donc, en fait, ça revient à cette idée que l'impact positif du verger maraîcher sur les prédateurs est possiblement plus lent que sur les ravageurs. Il a un impact direct la première année sur les ravageurs et peut-être plutôt en fin de première année ou la deuxième année ou sur un pas de temps encore plus long, comme la reproduction est beaucoup plus lente. Votre deuxième question, vous pouvez me la rappeler? Donc, du coup, c'était si les observations de population de prédateurs et ravageurs ont été réalisées à la même période, à la même date. Oui, il n'y a que quelques jours d'intervalle entre les observations de ravageurs et les observations de prédateurs. En fait, les observations directes de prédateurs sont faites le même jour, donc le comptage sur chou et le comptage sur chou. Et après, les observations 5 minutes et les peaux barbeurs, c'était 2 jours après, je crois, un truc comme ça. C'était vraiment dans la semaine, quoi. D'accord, ok. Et au niveau des dégâts, donc du coup, l'année dans laquelle vous avez fait des observations, vous avez trouvé qu'il y avait des dégâts plus importants alors, mais vraiment significatifs sur les vergers maraîchers par rapport à la monoculture? En fait, le problème, c'est que on a des données sur les dégâts, mais elles n'ont pas été analysées. Parce que comme
en fait, l'objectif de la thèse, c'était vraiment de comprendre les mécanismes entre vraiment sur les populations de ravageurs et de prédateurs. Donc, on n'est pas allé jusqu'aux dégâts. Enfin, on a les données, mais il faudrait les analyser. Donc, je peux pas vous répondre vraiment. D'accord. Voilà, mais une année, c'est quand même très court pour pouvoir en tirer des conclusions tranchantes sur les processus de régulation biologique, il me semble. Je pense Oui, que... c'est exactement ce que j'ai dit. En plus, c'est un système très, très simplifié. Donc, en fait, c'est un peu une base, on va dire, dans le contexte méditerranéen. Si on a pour un système le plus simple possible pour la première année, on a ça. D'accord. Et après, on peut complexifier aussi bien au niveau temporel, regarder un peu plus loin dans le temps, ou complexifier la parcelle en augmentant le nombre d'espèces cultivées présentes. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Paola pour cette question qui a permis de bien cerner les résultats de Camille.